Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et il s'agira d'un book haul. Je vais commencer tout de suite avec les services presse que j'ai pu recevoir. Ils sont au nombre de 4 en théorie si je n'en ai pas oublié et si c'est le cas, je me corrigerai au fur et à mesure de la présentation des ouvrages. Le premier livre que j'ai reçu vient de la maison d'édition Doki Doki, qui est donc une maison d'édition spécialisée dans le manga. Et il s'agit du premier tome de Le Gros Chat et la sorcière grincheuse qui a l'air vraiment très très mignon. Je ne sais absolument pas de quoi parle ce récit. Je peux simplement vous dire que c'est une histoire d'Hiro Kashiwaba et j'imagine qu'il y aura donc plusieurs tomes. En ce qui concerne l'univers graphique, on est sur des choses assez classiques, je dirais. Je vais essayer de vous montrer ça avec voilà, des jolis petits dessins de chats. Et voilà. Pour le résumé, on nous dit que donc elle croyait avoir connu le pire lorsqu'elle avait vaincu le roi des démons, mais elle vient d'invoquer un gros chat têtu. Jeanne est une vieille femme solitaire qui vit recluse au fin fond d'une forêt d'un monde fantastique. Elle qui a autrefois vaincu le roi des démons grâce à ses pouvoirs de sorcière vit aujourd'hui dans l'oubli le plus total. Pire, elle est considérée avec méfiance et dédain par tous les villageois. Pour briser sa solitude, elle décide un jour d'invoquer une créature d'un autre monde. Et cette créature qui vient d'apparaître ne vole pas et ne crache pas du feu comme son dragon de compagnie d'antan. Il s'agit d'un gros chat particulièrement mignon mais qui n'en fait qu'à sa tête. Voici l'histoire d'un matou mouse et d'une sorcière grincheuse qui va voir les réminiscences du passé frapper à sa porte et bousculer son existence. Voilà, petit récit fantastique et qui a donc l'air très mignon, une espèce de cosy fantasy, je dirais. Ça me plaît pas mal. Ensuite, de la part des éditions Les Éléphants, alors attendez, je vérifie le nom de la maison d'édition parce que je me trompe très régulièrement. Comme ce sont des albums jeunesse et que j'en lis peu, il arrive fréquemment que je fasse erreur. C'est ça, ce sont bien les éditions des Éléphants qui proposent ce sublime ouvrage, donc Hazel, la petite sorcière, une année dans la forêt. C'est donc un ouvrage tout illustré pour les enfants qui met en scène une petite sorcière du nom d'Hazel qui va donc arpenter la forêt à chaque saison, comme l'indique le titre. Et je trouve que vraiment le travail graphique est formidable. C'est un ouvrage de Phoebe Wall et vraiment les finitions de l'ouvrage sont incroyables, je trouve. On est sur une couverture mate, un ouvrage relié, vraiment un très très bel objet pour les enfants comme pour les plus grands, je pense. Ensuite, deux romans. Le premier de la part des éditions Rajo. Il s'agit du nouveau roman de Shea Earnshaw. Je n'ai pas lu les autres, donc je suis désolée, je ne suis pas déjà familière avec la prononciation du nom de l'autrice, mais je ne le suis pas non plus avec ses récits. Donc c'est A Wilderness of Stars, et donc c'est l'autrice de Winterwood, que je crois avoir dans ma palle, si je ne me trompe pas. J'étais persuadée de l'avoir dans ma palle, mais je ne le trouve pas, donc il n'est peut-être pas ici. Je l'ai peut-être laissé dans mon appartement. Je suis aussi dans mon appartement ici, mais bon, bref, passons. Je l'ai peut-être laissé dans mon autre appartement. Je sais que les récits de Shea Earnshaw parlent très fréquemment de fantastique, mais aussi de la question de la place de la femme en abordant la thématique des sorcières. Donc j'imagine que là, on va être dans quelque chose de cet ordre-là. Toutes les nuits, Vega observe le ciel, récite le nom des constellations et effectue des calculs. Un soir, de nouvelles étoiles se lèvent à l'horizon. C'est le signe que la jeune femme attendait, le moment pour elle de quitter sa vallée et de se confronter au monde et à ses habitants. Un monde dangereux qui s'enrage et se meurt à petit feu. Vega n'a aucun droit à l'erreur, personne ne doit découvrir qui elle est car ses savoirs et ses secrets sont trop précieux. Voilà. Donc ça a l'air très très sympa. En plus on a cette question du savoir dangereux, du savoir qu'il faut transmettre, qu'il faut garder. J'aime beaucoup ces questions-là, donc je pense que ce sera très très cool. Et je termine là les réceptions de Service Presse avec un très très bel ouvrage de chez Nathan. Donc anciennement Lire en Live, il me semble que maintenant Nathan s'appelle simplement Nathan Roman Jeunesse, si je ne me trompe pas. Et il s'agit donc de Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katou, qui est un ouvrage de fantaisie orientale. Donc quand la révolution a commencé en Syrie, Salama était étudiante en pharmacie à Homs. Elle avait encore une famille, un foyer, un avenir. En quelques mois, Salama a tout perdu. Sa vie est désormais partagée entre son bénévolat à l'hôpital et Leïla, sa belle-sœur enceinte, la seule famille qui lui reste. Le cœur de Salama est déchiré. Comment à la fois aider son pays en quête de liberté et mettre Leïla à l'abri loin de la violence de la guerre. Puis le monde de Salama est bouleversé quand elle rencontre Kenan. Téléphone au poing, lui se bat avec les images pour montrer au monde ce que le peuple syrien
rien subi. Salama trouvera-t-elle assez de courage pour affronter ses démons et se battre elle aussi par amour? Je me suis lourdement méprise puisqu'il ne s'agit absolument pas d'un ouvrage de fantasy mais bel et bien d'un roman contemporain. Écrit donc par une autrice syrienne, enfin d'origine syrienne, et je pense que donc ce sera un ouvrage très engagé avec une thématique importante. J'en ai terminé avec les services presse, j'espère que ce n'était pas trop confus. Je suis extrêmement confuse aujourd'hui, je m'en suis rendu compte lorsque j'ai filmé mon retour de vide-grenier pour le vlog. Je suis confuse, voilà, ça arrive, nous sommes dimanche, je n'ai pas beaucoup pris la parole aujourd'hui et je suis tellement habituée à surveiller mon langage durant la semaine que je sais pas, j'ai une espèce de relâchement le week-end qui fait que voilà, je manque de clarté tout simplement. Et j'arrête de faire du blabla, je passe donc aux achats. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais trier, je vais d'abord vous montrer tout ce qui est graphique. Dans les ouvrages graphiques que j'ai choisis, la quasi-totalité est à destination de mes élèves, mais j'en ferai bien évidemment la lecture lorsque ce n'est pas déjà fait. Le premier, je l'ai déjà lu, c'est un ouvrage que j'affectionne tout particulièrement, c'est donc Le Grand Méchant Renard de Benjamin René, et c'est publié chez les éditions Shampoing. Alors non, c'est pas les éditions Shampoing, c'est la collection Shampoing, mais il me semble que c'est Delcourt. Oui, c'est bien ça, Delcourt, et c'est un ouvrage paru en 2015. Vous connaissez peut-être l'adaptation, qui est très sympa aussi, mais qui ne vaut pas pour moi le graphique, qui est vraiment très qualitatif, extrêmement drôle, très touchant. On va donc suivre l'histoire de ce petit renard qui va se retrouver gardien de poussins et qui va essayer de protéger les poussins du grand méchant loup. C'est vraiment super touchant. Personnellement, j'ai adoré ce graphique et j'espère qu'il plaira parce que je le trouve vraiment très sympa. Entre le conte et le graphique plus enfantin, mais en même temps avec un humour qui peut aussi s'adresser à un lectorat plus adulte, vraiment très particulier, très niche je dirais comme type d'ouvrage, mais très abouti. Le livre suivant que j'ai trouvé, ce qui fait partie d'une collection que je n'ai pas encore découverte, Histoire du soir pour filles rebelles. Là en l'occurrence on est sur 100 femmes françaises extraordinaires, on a des aventurières, on a des sportives, on a des personnes qui sont engagées dans des œuvres caritatives, on a vraiment tout type de profil. C'est publié chez Les Arènes et c'est un ouvrage que je vais vous présenter un petit peu plus en détail. Comme vous pouvez voir, pardon, ce sont des portraits. Donc d'un côté vous avez l'illustration et de l'autre un petit texte de présentation de la femme en question. Et vous avez donc ici 100 portraits de femmes. Je trouve que c'est intéressant à feuilleter lorsque les élèves n'ont pas beaucoup de temps pour lire, notamment à la fin d'un exercice ou à la fin d'un contrôle. Je préfère vraiment privilégier ces moments pour leur proposer de retourner à la lecture de façon plus libre et spontanée. J'essaie vraiment de travailler là-dessus. C'est quelque chose qui est très très difficile à mettre en place puisque spontanément ils n'ont pas forcément envie de lire une fois qu'ils ont fini de travailler, mais je préfère ça plutôt que redonner des exercices supplémentaires. Déjà casser cette barrière un petit peu de ne pas être au contact de l'objet livre. Je trouve que ça c'est des belles alternatives, ces ouvrages là. Tout petit portrait, donc vous avez une page de lecture ou deux lorsque vous avez le temps, et en même temps vous avez tout un tas d'informations. Vous voyez des formulations de phrases qui sont correctes, vous voyez comment on peut raconter une histoire de A à Z en finalement très peu de mots. Je trouve que voilà, vraiment format très intéressant. Ensuite une collection que je ne connais pas du tout qui vient de chez Nobinobi, qui est donc une maison d'édition spécialisée dans le manga. 3 œuvres classiques adaptées en manga. La première c'est Les Aventures de Tom Sawyer que je n'ai pas lu, c'est donc d'après l'œuvre de Mark Twain, donc gros classique mais que je n'ai pas lu, que je ne connais pas. Les illustrations sont vraiment très sympas, on est sur du manga extrêmement classique et ça c'est super cool parce que ça reste familier pour les élèves, donc belle alternative. Ensuite, on a le Comte de Monte Cristo. Je suis très surprise de voir que le Comte de Monte Cristo peut tenir en si peu de pages. Sachez que je n'ai pas lu non plus le Comte de Monte Cristo. C'est en projet, je pense, depuis 2 ou 3 ans, puisqu'on m'en a fait cadeau il y a 2 ou 3 ans. Le jour où j'ai annoncé vouloir lire le Comte de Monte Cristo, ça a été entendu. J'ai eu immédiatement une réponse puisque je l'ai eu en cadeau, mais je n'ai toujours pas effectué cette lecture. Je sais que c'est dramatique, mais voilà, dès que j'ai envie de me lancer dans quelque chose, de toute façon, finalement j'ai envie d'autre chose. Bref, la profusion, le choix fait que voilà, parfois il y a des ouvrages qui traînent comme ça dans ma palle. Je vais le lire en manga. Je le lirai bien évidemment dans sa forme complète
aussi, mais j'ai d'abord envie de voir ce que ça donne en manga, tout simplement. Et on est un petit peu sur le même type d'illustration, bien que je me demande si les... Alors non, ce ne sont pas les mêmes dessins. Ici, donc sur les aventures de Tom Sawyer, au dessin, on a Aya Shirozaki, et ici, on a Crystal S. Chan. Donc, ah non, pardon, ça c'est pour l'adaptation, pour le dessin, c'est Knockman Poon. Mais voilà, on garde quand même, comme je vous dis, ce côté manga très très classique. Et je termine avec les enquêtes de Sherlock Holmes. C'est décidément la prononciation aujourd'hui, c'est compliqué. D'après les œuvres d'Arthur Conan Doyle. Alors je ne sais pas du tout quelles nouvelles ont été choisies. Je ne sais pas si c'est même une histoire unique. C'est dessiné par Haruka Komuzubi, je vais y arriver. Et les illustrations sont encore une fois... Alors là peut-être avec un style un petit peu plus pointu et des formes un petit peu plus carrées. Mais c'est intéressant aussi, ça change, voilà. On reste dans les graphiques avec les titres donc, que j'ai trouvé pour mettre à disposition des élèves en patientant, mais aussi parce que j'avais envie de les lire. Donc j'ai trouvé tout ce que je vous présente, j'ai oublié de le préciser, tout est d'occasion. Je ne crois pas qu'il y ait... Si, il y a un achat neuf dans tout ce que je vous ai présenté. Je vous mentionnerai lequel, mais vous allez voir que c'est un ouvrage tout de même très spécifique. Tout le reste, c'est de l'occasion. Je crois que les mangas, le lot, là, pour les 3, c'était sur Vinted, mais je les ai pas payés extrêmement cher. Celui-là, c'est pareil, sur Vinted, j'ai dû le payer 3 ou 4 euros. Je me demande si les mangas ne sont pas arrivés avec le grand méchant renard, je ne me souviens plus parce que j'ai effectué plusieurs commandes à ce moment-là. Bref, en tout cas, ce sont des coûts qui sont très faibles. C'est ce qui explique aussi les book-hauls aussi rapprochés et la profusion de titres que je peux vous proposer. Bref, tout ça pour dire que lors de mes déambulations à Clermont, je suis tombée sur ce premier tome, donc Mon Shiba, ce drôle de chien, qui est quand même un manga qui coûte 10,09 €, ce que je trouve vraiment très onéreux. Donc c'est publié chez Doki Doki, c'est très original, très japonisant comme univers, et c'est par Aiko Kuninoi, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, je trouvais que c'était mignon, donc pourquoi pas. Et 2 premiers tomes, alors une série que je regarde plus en animé, je crois que j'ai lu les 2 premiers tomes, mais je me suis arrêtée là. Mais j'aime beaucoup, Jujutsu Kaisen, et donc de Ryomen Sukuna et Spy X Family, donc voilà, pareil, j'ai lu les premiers tomes dans les 2 cas, et ce sont des sagas que j'aime beaucoup. Spy X Family pour son côté très déjanté, très décalé, et Jujutsu pour son côté shonen très classique, mais en même temps très classique dans les personnalités des personnages qu'il nous propose, mais en même temps avec un univers vraiment que je trouve très très bien exploité. Voilà, c'est vraiment des sagas que je trouve très complètes et très sympas, donc c'est pour cette raison que je me suis procuré les premiers tomes. Avant d'oublier, je vous présente donc mon seul achat neuf, 40 projets créatifs pour la classe de français. C'est par Vanessa Christophe, Julie Dozinel et Céline Retrouvé, que vous pouvez suivre sur leurs réseaux sociaux respectifs sur Instagram. Ce sont toutes les 3 des professeurs de collège qui ont vraiment, je trouve, des idées très sympathiques. Donc on a Vanessa Christophe sous le pseudonyme de Croche-t-on-nous dans les bois, Julie Dozinel sous le pseudonyme La boîte de Pandore, et Céline Retrouvé sous le pseudonyme La bande à Baudelaire. Elles ont également sorti un jeu en français que j'aimerais bien pouvoir un petit peu regarder avant d'acheter, car il est assez cher, mais en tout cas voilà, je me suis procuré cet ouvrage parce que j'étais curieuse de découvrir un petit peu ce qu'elle proposait. Alors je précise tout de suite pour ceux que ça pourrait intéresser, qui enseignent donc dans en cycle 3 ou 4, que c'est assez exigeant, dans le sens où ça demande beaucoup de temps de préparation. Ce sont de véritables projets, vous ne pouvez pas mener ces projets là sur une séquence à moins d'adapter considérablement les idées des autrices. Mais vraiment c'est très très intéressant, ça m'a donné quelques pistes de réflexion que j'ai trouvé très sympathiques, et puis je trouve que c'est important d'encourager un petit peu les professeurs qui créent du contenu en ligne comme ça, qui donnent libre accès à des ressources qui sont très intéressantes. Pour ma part, je crée tout de A à Z, mais de temps en temps, je suis comme tout le monde, je m'inspire de ce que je vois, et je dois reconnaître que, alors personnellement, je connaissais seulement La bande à Baudelaire, que j'aime beaucoup suivre,
qui a, je crois, beaucoup, enfin très souvent des quatrièmes, et c'était pour ça que j'aimais beaucoup la façon dont elle présentait ses progressions et ses séquences, bref, mais voilà, je trouve que c'est un ouvrage très intéressant qui n'a vraiment rien à voir avec les ouvrages plus classiques, je dirais, de construction de séquences qu'on peut trouver et qu'on peut recevoir de la part des éditeurs lorsqu'on est enseignant. J'arrête de faire du blabla, je suis désolée pour la moto qui vient de passer, et je vous présente maintenant les ouvrages que je me suis pris pour moi personnellement. Il n'y en a pas énormément. Le premier, c'est Vigdis Lafarouche de Sigrid Undset, et j'hésite d'ailleurs à remplacer L'âge heureux que j'avais mis dans ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge par ce titre-ci, parce que vraiment je souhaite le lire depuis un petit moment. J'en avais entendu parler sur la chaîne de Adoria peut-être, ou de Nabolita, je ne sais pas, l'une des deux, mais quoi qu'il en soit, ça m'avait vraiment donné envie de découvrir ce titre, et ma lecture de Jenny a bien évidemment cette tâche-ci, je ne doute absolument pas de la provenance de l'idée. Adrienne Mesura de Julien Green, là, je l'ai vu sur la chaîne de Nabolita, je sais qu'elle en a dit beaucoup de bien, et c'est ce qui m'a donné envie de découvrir ce texte-là. Donc à 27 ans, avec ce roman devenu un classique, Julien Green installé aux côtés d'Eugénie Grandet et d'Emma Bovary, une autre inoubliable figure de femme au destin silencieusement écrasé dans l'étouffante médiocrité de la province. Jeune et belle, Adrienne Mesura s'étiole entre un père tyrannique et borné et une sœur plus âgée, aigrie et malade. Il suffit d'un homme croisé, d'un regard, un instant saisi, pour rendre à jamais insupportable cette existence sans espoir. Du chemin qui l'amène alors vers la tragédie la plus sombre, seul le romancier de Léviathan et de Si j'étais vous connaît tous les détours. Il nous y conduit insensiblement dans un récit envoûtant et comme immobile où dès la première page, pourtant, nous pressentons et attendons l'inéluctable. La mention d'Emma Bovary aide également à me donner envie de sortir très très rapidement cet ouvrage de ma palle. Je poursuis avec quelque chose d'un petit peu différent. Je me suis remise à la lecture de Tolkien, je vous en ai parlé dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge également. J'ai quasiment fini ma lecture des contes et légendes inachevées, le Silmarillion. Théoriquement, j'aurais dû commencer par le Silmarillion, mais je suis très impressionnée par ce texte-là. Tout le monde en parle comme un ouvrage très exigeant, très demandant, qui exige même parfois de prendre des notes et de se référer à des choses annexes. Ce n'est pas un travail que j'ai envie d'entreprendre tout de suite, donc je pense que le Silmarillion, pour l'instant, je m'y plongerai à la fois en audio et en papier. J'alternerai les deux. Lorsque je serai complètement perdue, je me référerai bien évidemment à l'ouvrage papier, et je sais que le contenu, que ce soit sur YouTube ou plus généralement sur internet concernant les œuvres de Tolkien, est vraiment très très fourni, donc je n'hésiterai pas à aller jeter un coup d'œil si j'en ai besoin, mais c'est un ouvrage qui m'impressionne un petit peu, comme je vous le disais. Ensuite, un livre dont je n'ai jamais entendu parler, mais que j'ai croisé dans une librairie à Clermont également, d'occasion, comme le Silmarillion d'ailleurs, ils viennent du même endroit. L'impératrice du sel et de la fortune de Nguy Vo. Donc c'est un ouvrage de fantaisie asiatique qui a l'air très intéressant. Alors on garde ce côté dans la fantaisie asiatique, je trouve qu'on a très souvent des questions de politique et de conflits, complots même, je dirais. Là je pense qu'on est dans ce registre-là, donc ce sont les archives des collines chantantes, c'est vraiment un tout petit ouvrage. Un mariage politique force Inyo, jeune femme de sang royal, à s'exiler au sud dans l'Empire Han. Ses frères sont morts, ses armées et leurs mammouths de guerre reculent derrière les frontières. Seule et humiliée, elle doit choisir ses alliés avec circonspection. Lapin, une jeune servante vendue au palais par ses parents, se prend d'amitié pour la nouvelle épouse de l'empereur. L'adelphe Shi interroge la domestique au crépuscule de sa vie sur les divers objets peuplant sa maison. Leurs origines forment une histoire apocryphe jusqu'alors ignorée. Je pense que ça a vraiment l'air super, en tout cas j'étais très intriguée. Je n'ai jamais vu passer ce titre nulle part, donc voilà, ce sera vraiment une découverte. Là pour le coup, j'y vais avec aucun a priori quel qu'il soit. On parlait tout à l'heure d'Emma Bovary, d'Eugénie Grandet, je pense qu'on se retrouve un petit peu avec le même type de profil avec Anna Karénine, bien que Anna Karénine évolue, me semble-t-il, dans un cercle social bien différent de celui d'Emma et d'Eugénie, mais j'entends beaucoup de comparaisons entre Anna Karénine et Emma Bovary, tout du moins, et comme Emma Bovary est très souvent comparée à Eugénie Grandet, je pense qu'il n'est pas non plus déraisonnable d'effectuer ce rapprochement.
Donc chaque fois que Vronsky lui adressait la parole, un éclair passait dans les yeux d'Anna, un sourire entr'ouvrait ses lèvres et si désireuse qu'elle parut de la refouler, son allégresse éclatait en signe manifeste. Et lui pensa Kitty. Elle le regarda et fut épouvantée car le visage de Vronsky reflétait comme un miroir l'exaltation qu'elle venait de lire sur celui d'Anna. Donc c'est une histoire d'amour torturée, j'imagine que c'est bien plus que cela compte tenu de l'épaisseur du roman et des thématiques qu'aborde Tolstoï dans le reste de son œuvre. Mais ce ne sera pas pour tout de suite, c'est simplement que je l'ai trouvé pour un prix dérisoire et en très bon état dans ces éditions Folio que j'aime beaucoup. C'est vrai que pour la littérature russe, j'ai une préférence pour les éditions Babel, donc pour ce que propose Actes Sud, mais avec la traduction d'André Markovitz pour tout ce qui va être Dostoïevski, mais il le fait également pour Pouchkine. J'imagine qu'il le fait pour Tolstoï, mais je ne me suis pas renseignée. Là pour le coup je l'ai pris parce que l'édition me parlait bien et que j'aime beaucoup cette mise en page. Et maintenant je vais basculer sur des ouvrages que je lirai certes lorsque je ne les ai pas déjà lus, mais qui ne me sont pas destinés en premier lieu, puisque ce sont des ouvrages que je compte mettre à disposition dans ma classe. Le premier, c'est Sherlock, Lupin et moi. Je répète encore une fois que tous les ouvrages présents dans ce book haul, excepté le livre sur les projets créatifs en français, je les ai trouvés d'occasion et à des prix vraiment très très accessibles. Il y a notamment des choses qui viennent de vide-grenier, des choses qui viennent de Vinted et des choses qui viennent de bouquinistes que je peux trouver un petit peu partout. Donc je reprends le premier tome de Sherlock, Lupin et moi d'Irène Adler, qui est une saga dont Steph de la chaîne Steph de Piketty parle tout le temps et qu'elle aime beaucoup. Je suis donc curieuse d'en faire la découverte. J'aime beaucoup le personnage de Sherlock Holmes, donc cette adaptation très très jeunesse, je pense qu'elle peut être sympathique. Il me semble l'avoir entendu comparer avec Les Orphelins Baudelaire, alors pas par Steph mais par je ne sais plus de quelle chaîne. Je ne sais plus sur quelle chaîne, mais cette dimension un petit peu histoire à l'anglaise, avec un côté gothique et un humour un petit peu anglais. Voilà, je ne sais pas comment le dire mieux. En tout cas, je suis curieuse de découvrir cette saga. Ensuite, on a Sauveur et Fils, la saison 1 de Marie-Aude Muraille, qui est un ouvrage que j'ai déjà, mais donc encore une fois que je vais mettre à disposition des élèves. Là aussi, c'est Steph qui m'avait motivée à découvrir cette saga que je n'ai toujours pas lue, mais je vais la lire très très prochainement. Le résumé me semble encore très large, donc j'ai du mal à savoir exactement de quoi va traiter l'ouvrage. Quand on s'appelle Sauveur, comment ne pas se sentir prédisposé à sauver le monde entier? Sauveur Saint-Yves, 1m90 pour 80 kg de muscles, voudrait tirer d'affaire Margot Carré, 14 ans, qui se taillade les bras, Ella Cuipens, 12 ans, qui s'évanouit de frayeur devant sa prof de latin, Cyril Courtois, 9 ans, qui fait encore pipi au lit, Gabin Poupard, 16 ans, qui joue toute la nuit à World of Warcraft et ne va plus en cours le matin, les trois sœurs au gagneur, 5, 14 et 16 ans, dont la mère vient de se remettre en ménage avec une jeune femme. Sauveur Saint-Yves est psychologue clinicien, mais à toujours s'occuper des problèmes des autres, Sauveur oublie les siens. Pourquoi ne peut-il pas parler à son fils Lazare, 8 ans, de sa maman morte dans un accident? Pourquoi ne lui a-t-il jamais montré la photo de son mariage? Et pourquoi y a-t-il un hamster sur la couverture? Voilà, je pense que c'est un ouvrage très émouvant. D'ailleurs, ça m'a émue. J'ai juste lu le résumé, j'étais émue. Je fais pleinement confiance à Marie-Aude Muraille car je connais sa réputation, sa très très bonne réputation en matière de récit jeunesse, mais je n'ai toujours pas entamé cette saga. 2 éditions d'Harry Potter que j'ai trouvées en vide-grenier. Je l'ai en poche et en grand format parce que voilà, c'est un ouvrage qui est tout de même assez demandé. Et encore une fois, je crois que je les ai payés 1€ pièce. Et j'aime beaucoup ces deux éditions. Donc ça, c'est vraiment l'avant-dernière, puisqu'on en a encore une qui est sortie cette année pour les 30 ans, je crois. Non, 20 ans, je ne sais plus. Bref, pour fêter l'anniversaire de la sortie du premier tome. Et donc là on est sur l'édition d'avant, mais on reste dans les folios très récents avec une tranche qui n'est pas du tout jaunie et cette édition qui est ma favorite chez Gallimard mais en grand format. D'ailleurs moi ma collection d'Harry Potter elle est dans ce format là que j'aime beaucoup. Bref, beaucoup de blabla, pardon, excusez-moi, je manque de clarté. Je continue avec les ouvrages que j'ai déjà lus, que je vais mettre à disposition parce que je les ai déjà lus. 30 Reasons Why, que je trouve pas mal en termes d'œuvres littéraires. Je suis moins adepte de la série que je trouve
beaucoup trop explicite pour un public jeune, mais que je trouve très très bien quand même, hein. La série est très bien réalisée, je l'avais beaucoup appréciée. Simplement, je pense que les élèves que j'ai sont un petit peu jeunes encore pour se confronter à ce type de série. En ce qui concerne le livre, par contre, je pense que ça peut aller pour des quatrièmes, alors à voir. D'ailleurs, la bonne question, à quel âge qu'on se recommande, à quel âge est-il recommandé? 13 ans, donc c'est exactement ça, dans les âges auxquels je pensais. Alors là, un ouvrage un petit peu plus exigeant, mais pour le coup, les thématiques sont vraiment très peu dérangeantes pour des adolescents. Donc Le Faiseur de rêves. Donc Le Faiseur de rêves que j'ai trouvé au format poche de Lenny Taylor, c'est une saga que j'aime beaucoup, une duologie dont je n'ai lu que le premier tome, mais c'est un univers de fantasy qui parle beaucoup de l'altérité, qui parle beaucoup des différences de croyances et de culture, qui était vraiment très très abouti. Donc je suis contente de l'avoir trouvé en poche. Je pense qu'il peut plaire, bien qu'il soit voilà, assez exigeant. Il est mine de rien assez gros, hein. C'est un ouvrage de fantasy vraiment que je trouve assez sérieux, donc, mais très très intéressant. Bref, ma présentation est très moyenne, vous m'excusez. Des éditions scolaires avec L'Appel de la forêt donc de Jack London et 5 nouvelles réalistes de Maupassant. Celui-ci c'est vraiment pour moi récupéré donc Auchan et La Parure, qui sont des textes sur lesquels j'aime bien travailler quand je suis sur le récit réaliste. Et comme je vous l'ai déjà dit, alors je ne sais pas si le vlog sera sorti avant, mais c'est un ouvrage que j'ai trouvé en vide-grenier et je trouve que Maupassant est vraiment un cadre en matière de nouvelles. Donc forcément, quand j'ai trouvé ce texte-là, je crois qu'il m'a coûté 1 euro aussi, j'ai foncé. Et L'Appel de la forêt, c'est parce que on m'a posé beaucoup de questions sur ce qui peut se passer et arriver à Buck dans la suite de l'histoire, puisque j'ai fait étudier un extrait. Donc je pense que c'est pas mal qu'il soit à disposition des élèves. Encore des titres que j'ai déjà lus, Everything Everything, qui est une romance de Nicolas Yoon, qui parle alors de beaucoup de sujets, hein. Pour le coup, là je l'ai pris parce que je sais qu'il y a des élèves qui ont beaucoup apprécié Nos étoiles contraires, donc c'est dans la lignée. On parle ici de la maladie de l'enfant bulle, mais il y a des thématiques qui sont très complexe dans l'ouvrage, notamment dans le rapport mère-fille, mais c'est très intéressant la façon dont les relations se construisent entre les personnages. C'est pas un ouvrage que je relirai personnellement, je pense d'ailleurs qu'aujourd'hui je l'apprécierais nettement moins que lorsque j'en ai fait la découverte, mais je trouve que pour un public jeune qui a apprécié, donc comme je vous le disais, Nos étoiles contraires, c'est tout indiqué. Un récit que j'adore par contre en fantastique, fantastique SF dystopie, Gary Cook, Le Pont des Oubliés de Romain Quiraud et Antoine Jaunin, qui était paru chez les éditions Nathan il y a plusieurs années maintenant. On attend toujours le tome 3. Ça, c'est vraiment le gros bémol, c'est qu'on n'a pas la suite. Mais j'ai adoré cette histoire. On suit Gary qui vit donc sous le pont des oubliés. La terre est recouverte d'eau suite à des catastrophes naturelles. Il n'y a presque plus rien sur Terre et chaque année, une navette, je crois que c'est chaque année, hein, une navette part dans l'espace vers une autre planète. Et cette année-là, Gary va monter à bord va essayer de gagner une place à bord de cette navette. En tout cas, c'est vraiment super, je vous le recommande vivement, que ce soit pour vous ou pour un public plus jeune, il est super. Un ouvrage que je n'ai pas encore lu, mais qui me tente beaucoup aussi, Un ado nommé Rimbaud de Sophie Doudet, c'est publié chez les éditions Scrinéo, et c'est donc l'histoire de Rimbaud, mais j'imagine racontée d'une façon un peu plus actuelle, donc sans passer par la forme de la biographie stricte. Donc c'est romancé, il y a du dialogue, il y a des scènes ajoutées bien évidemment, mais c'est toujours sympa pour connaître un petit peu ces personnages très classiques qui sont effrayants au premier abord. Je trouve que c'est pas mal et c'est un ouvrage qui est conseillé à partir de quel âge ici? Je pense que ça doit être 13 ans. Je ne trouve pas, mais je pense que ça doit être 13 ans également. Je poursuis avec un ouvrage dont je vais faire la lecture avant tout, puisque la thématique est tout de même assez difficile, je trouve. Les mots bleus de Christine Ferré-Fleury, publié chez Gulfstream dans la collection Echo, qui est un ouvrage qui parle d'homosexualité féminine. On va suivre une jeune fille qui s'appelle donc Armelle, qui sait qu'elle aime les filles depuis plusieurs années et qui va malheureusement faire une espèce de coming out forcé et qui va se retrouver dans une situation absolument désastreuse suite à cela. Elle va se retrouver harcelée, rejetée par ses parents et c'est donc son histoire. Je préfère le lire avant de le mettre à disposition, mais je trouve que c'est
très intéressant et que c'est un sujet qu'on aborde finalement assez peu dans le sens de l'homosexualité féminine. On a beaucoup de romans en young adult ou en jeunesse qui traitent de l'homosexualité masculine, beaucoup trop peu je trouve en ce qui concerne l'homosexualité féminine. Donc je pense que ça peut être très intéressant. Et enfin je termine avec Scary Story de Alvin Schwartz, publié chez Castelmore, qui est au format poche. Et c'est un recueil de petites histoires effrayantes. Alors c'est vraiment très bref comme vous pouvez le voir. Donc j'ignore pour quelle tranche d'âge c'est recommandé. Mais j'ai lu la première avant d'acheter l'ouvrage et très honnêtement c'est du chair de poule. Voilà, ce n'est pas beaucoup plus terrifiant. Mais je vais lire les autres parce que déjà j'aime bien les récits horrifiques, surtout en jeunesse. Je ne sais pas pourquoi, ça me parle bien l'horreur en jeunesse. Et puis voilà, je trouve que c'est toujours important encore une fois de savoir ce qu'on met à disposition. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'était pas trop longue. J'ai tout à fait conscience du fait que j'ai beaucoup parlé avec des formulations très complexes pour dire parfois des choses extrêmement simples. Mais comme je vous le dis, je suis dans une journée un petit peu off en termes de facilité à mettre mes idées en ordre pour les transmettre oralement. Voilà, donc même là, voilà, même mon explication me semble farfelue. Bref, en tout cas, j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment. Si vous avez lu certains de ces titres, n'hésitez pas à me donner vos avis. Je serai très curieuse de vous lire comme d'habitude et ce sera un plaisir de savoir ce que vous en pensez. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à bientôt.